Petit moment de détente à Waldshut dans la grotte de Sel. Nous apprécierons ce moment de plaisir et de détente dans une ambiance propice à la méditation. En fait, que du bonheur. La montée vers le sommet du Bollerskopf à 1576 mètres sera très verticale. De l'un, les vues sont spectaculaires, en particulier sur le Spitzer à 1651 mètres, notre prochain sommet. Dans la descente, après plusieurs névés, alors que nous pensions qu'il en était fini des difficultés de la journée, sur un rocher glissant, Bernard nous fera un roulé-boulé assez spectaculaire. Pas bien grave au final, résultat de l'opération de la tôle froissée et un bâton de marche cassé. À Oberammergau, notre hôte Petra veut absolument nous faire découvrir les Jeux de la Passion. Il s'agit de mettre en scène le drame de la mise à mort du Christ. Aucun acteur n'est professionnel. Les 2000 figurants sont des habitants de la petite ville qui se préparent 18 mois à l'avance en se laissant pousser les cheveux et pour les hommes la barbe. Petra et son mari Karsten en font d'ailleurs partie. Ce spectacle a d'autant plus de résonance qu'il n'a lieu que tous les 10 ans. En 1633, pour conjurer la peste, les habitants de Oberammergau firent la promesse de commémorer tous les 10 ans la mise à mort du Christ. En fait, grâce à ces représentations, Oberammergau résonne dans le monde entier. Aujourd'hui, 2 sommets au programme, le Heimgarten à 1790 mètres, puis le Herzogenstand à 1731 mètres. « 800 mètres de montée pour arriver au sommet du Geierstein à 1491 mètres. Après une descente raide, nous entamerons l'ascension du deuxième sommet, c'est-à-dire le Fockenstein à 1564 mètres. Les derniers mètres en plein soleil seront difficiles à négocier. Mais quel bonheur de découvrir au sommet ce spectacle grandiose, une vue à 360 degrés. Tiens, la cigogne vient d'amener un bébé. Ici, il est de tradition de l'annoncer.
Arrivés en début d'après-midi à Salzbourg, nous visiterons la maison natale de Mozart, la forteresse du Hohensalzbourg, la place du Dôme, le couvent des franciscains et la cathédrale Saint-Rupert. Toute la journée, nous marcherons en compagnie de Christian, le frère de Geneviève, son épouse Véro, Maggie, sa sœur, et son mari Dominique. À Lambach, en Haute-Autriche, sur une colline surplombant la Traun, se trouve l'abbaye bénédictine de style baroque. Un cloître sobre, avec de beaux vitraux, relie le monastère à l'église. Cette dernière est consacrée à l'Assomption de la Vierge Marie. À Linz, capitale de la Haute-Autriche, ville de paix depuis 1986 et capitale culturelle, nous serons accueillis comme des rois chez Katharina et Oliver. Dans l'après-midi, ils nous feront visiter la ville et la cathédrale Sainte-Marie, reine de la paix sur le chemin de Jérusalem. Avec ses 132 mètres de haut et une capacité d'environ 20 000 personnes, cette cathédrale est certainement, avec celle de Salzbourg et de Vienne, une des plus grandes d'Autriche. C'est ici que Branka, la belle-maman de Katharina, remettra une croix à Bernard en souvenir d'un pèlerinage qu'elle a fait elle-même. Geneviève en avait déjà reçu une quelques jours auparavant. Ici, comme il n'y a pas de pont, le petit bac qui fait la liaison avec Mauthausen nous permettra de rejoindre la rive gauche du Danube. À cet endroit, le beau Danube bleu fait quand même 240 mètres de large sur 4 à 5 mètres de profondeur. Belle soirée avec nos hôtes Marianne et Tony, encore des personnes au grand cœur. C'est dans ce petit village qu'a été fondé et initié par Johannes Aschauer le 24 juin 2010 le chemin international de la paix. Nous aurons d'ailleurs le privilège de passer la soirée avec Johannes. Quelle chance pour nous! À l'entrée de la ville de Melk, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, une colombe de la paix nous accueille. Nous y visiterons l'abbaye des Bénédictins qui se dresse majestueusement sur une colline, rive droite du fleuve. Nous apprendrons que sa construction débutera en 1702 et ne s'achèvera qu'en 1746. Ce magnifique édifice est d'ailleurs considéré comme l'emblème de toute la région de la Warschau. Ce n'est que très tard que nous arriverons au petit bourg de Powat, à peine 10 maisons. Dès notre arrivée, Mathias et Agnès nous feront visiter leur ferme bio avec leurs vaches à viande, la Wagyu, une race japonaise, leurs cochons Kuropolje, une race croate, et leurs 2 chevaux. Pour notre dîner, nous dégusterons successivement une série de petits plats élaborés à partir de leur production. Inutile de vous dire que tout était parfait. Peu après la belle et grande abbaye de Göttweig, un jeune pèlerin nous rattrapera. Rapidement, nous comprenons qu'il s'agit d'un jeune Français de Toulouse, Pierre, parti de Lyon le 1er mai 2022 en direction de Jérusalem, tout comme nous. Après l'excellent accueil de nos hôtes Michaela et Thomas, nous aurons droit à un délicieux dîner. Thomas aura eu le privilège de rencontrer en personne le pape François.
Et nous deux, le privilège d'être reçus dans cette belle famille. Le lendemain, nous visiterons Vienne, la capitale de l'Autriche qui compte aujourd'hui 2 millions d'habitants. Tout d'abord, nous ferons une courte visite au château de Schönbrunn, encore appelé le Petit Versailles, puis nous nous rendrons à la cathédrale Saint-Étienne avec son magnifique chœur. Après quelques balades dans les rues très animées, nous découvrirons la Heldenplatz et le palais de la Hofburg où se trouve le trésor impérial. Nous nous rendrons tout d'abord à la très belle église catholique troglodyte de Budapest, une ville de 1 722 000 habitants, puis à la basilique Saint-Étienne. De là, nous visiterons le château de Budapest, dans la foulée l'église Saint-Matthias, l'une des plus grandes églises de la ville. L'impératrice Sissi y a été couronnée reine de Hongrie. Juste à côté, le bastion des pêcheurs offre un point de vue panoramique exceptionnel sur la ville. En nous dirigeant vers la porte de Vienne, nous passerons devant la résidence du Premier ministre hongrois. Nous terminerons nos visites par le Parlement hongrois. Ici, on nous rappelle les heures noires de la répression sanglante de la révolution d'octobre et novembre 1956, lorsque les troupes soviétiques rentraient dans la capitale avec leurs chars. Plus de 2500 victimes civiles à déplorer. À gauche du Parlement, sur les rives du Danube, nous verrons sur une quarantaine de mètres de long des chaussures en métal en commémoration aux milliers de juifs fusillés qui devaient auparavant enlever leurs chaussures. Un peu de détente au terme Sejensky nous fera le plus grand bien. L'ensemble des bâtiments qui composent les thermes sont de l'époque néo-renaissance et ouverts en 1913. Dans la petite bourgade de Sremski Karlovci,
Notre hôte Natacha nous invitera d'abord à une dégustation de ses vins et ensuite elle nous emmènera dans son restaurant où nous aurons un délicieux dîner. Après avoir visité le plus ancien lycée serbe, nous ferons la connaissance de Milenko, un personnage atypique qui nous fera goûter sa sangria. Belgrade, capitale de la Serbie avec ses 1 700 000 habitants, est une ville qui alterne des structures ultramodernes et d'anciens immeubles de l'ère communiste qui attendent d'être démolis. Nous y visiterons la cathédrale Saint-Salva. Cette église orthodoxe, d'une capacité de plus de 10 000 personnes, est la deuxième plus grande au monde. Sa façade en marbre blanc et ses 4 clochers attisent toutes les curiosités. Sa crypte au sous-sol fait partie des incontournables. En ce 3 août, nous serons accueillis au monastère de Zitcha, encore un très bel édifice religieux datant du XIIIe siècle. Il s'agit d'un monastère orthodoxe reconnaissable de par ses couleurs rouge ocre. À la sortie, nous y rencontrerons Milos et sa femme, originaires de Serbie et habitant à Zurich en Suisse. Visite du monastère orthodoxe des hommes de Studenica du XIIe siècle. Les 2 monuments principaux du monastère, l'église de la Vierge et l'église du Roi, abritent d'inestimables collections de peintures byzantines des XIIIe et XIVe siècles. Studenica est devenu le plus important monastère de Serbie. Après avoir visité le très joli monastère de Gradac, nous serons accueillis par les sœurs Irina et Tamara, tout d'abord pour une collation de bienvenue et dans la foulée, elles nous serviront un excellent dîner et nous remettrons notre petit déjeuner du lendemain. Le pont au-dessus de la rivière Ibar cristallise toutes les tensions entre la population serbe du nord du pays et la population albanaise du sud. Ici, aucun passage de voiture, les 2 rives ne pouvant être rejointes qu'à pied. Aujourd'hui encore, les forces de la KFOR veillent en permanence à la sécurité. Une simple étincelle suffirait à embraser le pays et à remettre en cause la stabilité de toute la région des Balkans. À Pristina, la capitale du Kosovo avec un peu plus de 200 000 habitants, nous visiterons tout d'abord la nouvelle cathédrale Mère Teresa, d'où nous monterons au clocher pour avoir une vue à 360 degrés de la ville.
De là, nous découvrirons la fameuse sculpture héroïnate composée de 20 000 médailles qui commémore les quelques 20 000 femmes tuées, violées ou maltraitées pendant la guerre de 1998 à 1999 du côté albanais. En raison de leurs différentes hauteurs, les pièces représentent la silhouette d'une femme. De l'autre côté de la rue, nous découvrirons le monument Newborn, autrement dit nouveau-né. C'est un bel ensemble de street art. Ce sont des lettres en métal qui symbolisent l'espoir d'une vie meilleure dans un État nouvellement fondé le 17 février 2008. Finalement, on peut dire que les souffrances et l'espoir ne sont séparés que par une route. Dans un des derniers lacets, nous découvrirons enfin le beau monastère Eikosiphoanissa, monastère orthodoxe des femmes perché sur les hauteurs. Étant le plus ancien monastère du pays, il s'agit d'une figure emblématique. C'est ici que nous rencontrerons la très gentille sœur Isidora qui nous attribuera des lits dans la salle des pèlerins.
C'est à Etcheabat que le détroit des Dardanelles séparant l'Europe de l'Asie et reliant la mer Égée à la mer de Marmara est le moins large, à peine 2 km. Cette ville et ses environs ont été, en 1915, le théâtre de rudes combats opposant l'Empire ottoman à la coalition formée par le Royaume-Uni, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Des deux côtés, cette guerre qui dura 1 an fit de nombreuses victimes, 120 000 au total. Aujourd'hui, ce sera la journée des invitations. À l'entrée de Yaïla Köy, au premier bar à droite, on nous offrira de suite 2 tchaïs. Puis, très rapidement arrivera un jeune gendarme parlant très bien anglais qui s'intéressera de très près à notre périple. Peu après, un client du bar nous apportera un gros morceau de melon. Décidément, c'est la journée. Puis un autre, 2 gros bretzels. Avant de partir, grosse surprise, notre gendarme reviendra pour nous remettre un sachet avec de la nourriture. Ensuite, séance photo avec le doyen du village. 3 kilomètres avant notre destination du jour, encore une nouvelle surprise. Une voiture s'arrêtera à côté de nous et les 2 occupants, Idriss le chauffeur et Aïché son épouse, insisteront lourdement pour nous emmener avec eux. Et c'est ainsi que dans l'après-midi, nous assisterons aux championnats nationaux de lutte qui se tenaient à proximité. Notre hôte Barking d'Izmir nous consacrera la matinée pour nous faire visiter la cité antique d'Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde. Dans un premier temps, nous descendrons la route de marbre vers la magnifique bibliothèque de Celsus. Ensuite, en passant par l'Agora, nous verrons le célèbre temple d'Artémis, puis les bains Varius et nous terminerons par la basilique. À Pamukkale, la ville thermale est dominée de falaises d'un blanc immaculé. Nous y entrerons par la porte nord qui nous permettra de découvrir la cité antique suivie du théâtre. Avant d'accéder au bassin et la piscine de Cléopâtre, Emmanuel, le jeune Parisien rencontré à Porto Lagos en Grèce, nous rejoindra pour 2 jours.
Le site de Sagalassos, situé au sommet d'une montagne, est incontestablement l'un des plus beaux de Turquie, et pourtant bien moins connu que son grand frère Éphèse. Nous verrons successivement l'agora, le théâtre, les thermes et la fontaine d'Antonin. Chaque monument dégagé est restauré grâce à la coopération de l'Université de Louvain en Belgique. Il y a 2000 ans, la cité antique de Pétra était un important carrefour qui reliait la Mésopotamie à l'Égypte sur la route de la soie, où de nombreux commerçants y faisaient halte. Ce site, d'une beauté remarquable, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par un canyon, par endroits étroits, nous accéderons dans un premier temps au trésor de la cité. Par la suite, nous arriverons au théâtre, puis aux tombes royales, à l'église byzantine, au grand temple et enfin, nous terminerons notre visite par le monastère. Dès la sortie de la ville de Jéricho, notre chemin serpente dans les montagnes jaunes et ocres, avec en dessous de nous une profonde gorge où en saison de pluie, la rivière Wadi al-Kalt y trouve son compte. Nous continuerons ainsi dans ce décor de rêve et si reposant jusqu'au monastère orthodoxe Saint-Georges, construit directement dans la paroi rocheuse de la gorge. Sur place, grâce à une petite oasis, des palmiers et une végétation luxuriante rendent cet endroit encore plus impressionnant. Avant d'arriver au Saint-Sépulcre, nous déambulerons dans les ruelles plus ou moins étroites de la vieille ville de Jérusalem, où les boutiques en tout genre se succèdent les unes aux autres. Quelle désillusion une fois sur place! Impossible pour nous d'accéder au tombeau du Christ, tellement il y a de monde. Un autre grand sentiment d'incompréhension s'empare de nous face à ce grand mur qui cercle la vieille ville, interrompu çà et là par quelques portes, les gates, avec à chaque fois leur checkpoint. Au mur des lamentations, là encore, stupéfaction pour nous autres, en découvrant une séparation homme-femme. Il nous faudra donc aller chacun de notre côté déposer les intentions de prière qui nous ont été confiées en cours de route, dans les fissures du mur comme de coutume. À Bethléem, une fois du côté palestinien, avant d'arriver chez les sœurs de l'Emmanuel, il nous faudra encore longer ce fameux mur, aussi appelé mur de la honte, sur une centaine de mètres. Pour se protéger de tous ces dangers,
Même notre colombe de la paix, symbole de notre chemin, ne trouvera rien de mieux que de revêtir un gilet pare-balles. Quelle tristesse de voir un tel spectacle. À l'église de la Nativité, une nouvelle fois, il n'y aura pas de place pour deux pèlerins comme nous. Vous l'avez compris, impossible pour nous d'accéder à la grotte. Nazareth, avec ses 75 000 habitants, est une ville de Galilée qui compte 70% de musulmans et 30% de chrétiens. Cette ville, aux très nombreuses églises et bâtiments religieux, doit essentiellement sa réputation au fait que Jésus y aurait vécu une trentaine d'années avec Marie et Joseph. Tout d'abord, nous irons rendre visite au petit frère de Jésus. Nous passerons un très long moment auprès de cette petite communauté. Ce mouvement se veut l'héritier du grand Charles de Foucault né à Strasbourg. Puis, nous irons découvrir la très célèbre basilique de l'Annonciation. C'est ici que l'archange Gabriel aurait annoncé à la Vierge Marie qu'elle mettrait au monde Jésus, le Sauveur et Fils de Dieu. Cette église récente du XXe siècle a été construite sur les vestiges de la maison de la Sainte Famille. On peut y admirer partout des représentations de la Vierge Marie offertes par chaque pays. Notre journée se terminera par la visite de l'église orthodoxe Saint-Gabriel, encore un très bel édifice religieux en hommage à la Vierge Marie. Aujourd'hui, journée surprise. Non seulement nous passerons la journée avec Pélède et Yoshi, les amis israéliens de Georges, l'Alsacien de Cernay, mais lui aussi sera là pour nous accueillir. Nous commencerons à découvrir le parc national de Yamat Tevera. Ici, les sources d'eau chaude permettent à de nombreux visiteurs de se détendre et de se ressourcer. Nous verrons ensuite les vestiges d'une ancienne synagogue et ses mosaïques. Un peu plus loin, nous nous rendrons à Yardenit, le site baptismal où Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Sur les hauteurs, nous aurons une superbe vue sur les montagnes avoisinantes et le lac de Tibériade, où Jésus permit à ses disciples Simon, Pierre et André une pêche aussi abondante que miraculeuse. Avant d'arriver au monastère des Bénédictins à l'entrée de Tabga, nous aurons encore l'occasion d'admirer une succession de belles vues sur le lac de Tibériade. Au monastère, nous serons accueillis par des moines allemands. À 100 mètres se trouve le site religieux de Dalmanuta que Geneviève a découvert ce matin de bonne heure. Nous commencerons à nous rendre au mont des Béatitudes et au monastère du même nom. Le mont des Béatitudes est une colline avec une altitude négative de moins 25 mètres sous le niveau de la mer et près de 200 mètres au-dessus du lac de Tibériade. Jésus y aurait prononcé le sermon de la montagne. Avant d'arriver à l'église orthodoxe des 12 apôtres, nous traverserons de vastes cultures de manguiers. Un peu plus loin, nous nous rendrons au couvent des franciscains.
maintenant, un petit bonus pour vous remercier pour tous vos encouragements que vous nous avez prodigués pendant ces longs mois. Geneviève va vous interpréter une chanson qu'elle a composée elle-même. Les joyeux pèlerins, toujours prêts à tendre la main, partis sur les chemins, ils ne pensent plus au lendemain. Bas la Jérusalem d'un pas alerte, ils longent le Rhin puis le Danube, avec le sourire ils s'en allèrent, sur les chemins où le bitume. Ils franchissent les Alpes bavaroises, une première nuit sous les étoiles. Les sommets, les névés sont leur décor, Jérusalem est bien loin encore. Les joyeux pèlerins, toujours prêts à tendre la main, partis sur les chemins, ils ne pensent plus au lendemain. À la découverte des religions, ils vont bien connaître des déceptions, mais ils se feront bientôt inviter par les pasteurs, les imams et curés. Les sacs à dos remplis de cadeaux, ils visiteront les capitales, depuis Vienne jusqu'à Bratislava, et de Budapest à Pristina. Les joyeux pèlerins, toujours prêts à tendre la main, partis sur les chemins, ils ne pensent plus au lendemain. Les figues, les raisins, les abricots, ils en mangeront à gogo. Dans les villages, le tchaï s'invitera, avec les bergers et le moutard. De leur vie, ils nous parleront, leurs moutons et chèvres nous montreront. Le soir, nous rentrerons fatigués, et pourtant le bloc faut l'éditer. Les joyeux pèlerins, toujours prêts à tendre la main, partis sur les chemins, ils ne pensent plus au lendemain. Déception à Jérusalem, où les espoirs de paix sont en berne. La colombe de la paix est en larmes, elle a mis son gilet par balle. Mais nous gardons tous les espoirs, la joie, la paix à promouvoir. Toutes nos rencontres et émotions, pour nous c'est une bénédiction. Les joyeux randonneurs, de retour du pèlerinage, garderont dans leur cœur émotion, bonté et partage.